Bonjour. Pour continuer cette série sur les conflits oubliés, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un ami et ancien collègue nigérien qui va nous parler de son pays, actuellement traversé par des chamboulements politiques, notamment depuis le coup d'État militaire de juillet 2023. J'ai voulu comprendre, au cours de cette interview, la perspective de la population nigérienne face aux tendances actuelles qui affectent plusieurs pays du Sahel. J'avais notamment été marqué par la réaction de nombreux collègues nigériens après ce coup d'État au Niger il y a tout juste un an, collègues qui semblaient soutenir ce changement non démocratique de régime. D'où mes questions. Quelle dynamique se trame à l'arrière-scène qui explique qu'une large partie des Nigériens, avant tout les jeunes, préfèrent un régime militaire au président Bazoum, démocratiquement élu? Il m'a semblé que ma grille de lecture, par exemple supposer les aspirations à la démocratie, ne suffisait pas à comprendre la réalité observée. J'ai donc voulu prendre du recul en parlant avec quelqu'un qui vit cette situation de l'intérieur et dont l'analyse me paraît informée et sincère. Juste avant de commencer, quelques éléments de contexte. Comptant 26 millions d'habitants, le Niger est le plus grand pays du Sahel en superficie. C'est aussi le pays le plus pauvre du monde, malgré ses ressources naturelles. Ce pays a été une colonie française jusqu'en 1958 et faisait encore partie jusqu'à récemment de la zone d'influence française, aussi appelée France-Afrique, alors que depuis quelques années, c'est plutôt la Russie qui étend son influence, avant tout militaire, sur la région sahélienne. Une dernière précision, afin de pouvoir parler librement, ce collègue et ami a préféré rester anonyme. Voici l'interview. Bonjour et bienvenue dans le podcast Ici d'ailleurs. Je suis très content d'avoir cette discussion avec vous. Bonjour à toi, Julien. Alors tout d'abord, en guise d'introduction, pour que nos auditeurs aient une idée sur la situation dans laquelle se trouve actuellement le Niger, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de contexte sur les aspects économiques ou politiques qui caractérisent le pays actuellement, peut-être les défis auxquels fait face le pays? Ok, le Niger actuellement est confronté à des difficultés sécuritaires et de pauvreté depuis les événements du 26 juillet 2023 qui ont vu un changement de régime dans le pays. Donc, à la suite de cet événement, il y avait eu un certain nombre de mesures des organisations sous-régionales, notamment la fermeture des frontières avec tous les voisins du Niger, excepté le Mali et le Burkina, et la rupture de l'électricité dont 75% provenait du pays voisin qui est le Nigeria, et le gel des avoirs de l'État nigérien. Ces mesures ont plongé le Niger dans une grave situation de pénurie en électricité, de l'inflation et de sécurité. Bon, la situation du pays n'était pas trop reluisante bien avant, mais ces mesures à la suite des événements ont fait qu'actuellement au Niger, on a une très grande inflation due au fait que l'approvisionnement en denrées est devenu un peu trop compliqué puisque la frontière avec le Bénin est restée fermée, bien que c'était le corridor principal qu'utilisaient les opérateurs économiques du Niger pour se ravitailler en denrées, en tout ce qui est bien et utile pour la vie quotidienne des populations. Donc, et la coupure d'électricité du Nigeria a fait en sorte que le secteur informel qui emploie pas mal de personnes s'est retrouvé dans une mort cérébrale parce que ce secteur est animé par des acteurs tels que la menuiserie, la plomberie, la vente des produits de froid. Donc tout cela était devenu difficile. De l'autre côté, sur la situation sécuritaire, les attaques ont continué. Ça ne s'est pas trop amélioré depuis les événements. Ainsi, aujourd'hui, le Niger, on peut résumer en notant qu'on a des défis d'inflation, de pauvreté, de sécurité et même de sécurité alimentaire. Merci beaucoup. C'est exactement ces éléments qu'on va essayer d'approfondir un petit peu ensemble, comprendre quelles sont les tendances et les facteurs sous-jacents avec votre expertise. Et ayant travaillé et habité brièvement au Niger, je dois aussi souligner que c'est non seulement un pays pauvre, désertique, mais aussi un pays très beau, avec une culture très riche et une population pacifique et aussi très amicale. Ma deuxième question, ce serait donc
sur la base de ce que vous avez décrit, comment est-ce que vous analysez les récents changements de régime dans le Sahel, dans les pays voisins du Niger, et quels changements de long terme ils pourraient apporter? Vous avez mentionné les sanctions qui affectent la population au quotidien. On a aussi pu observer que la population a soutenu certains de ces changements de régime. Et donc, comment est-ce que vous pouvez un peu expliquer pour les auditeurs quels sont les changements qu'on pourrait attendre à moyen terme? Bien, merci. Je pense que pour faire une bonne analyse des changements de ces régimes, il faudrait prendre un peu de recul par rapport à la gestion de ces États. Je dis prendre de recul parce que la situation actuelle s'explique par la succession d'un certain nombre d'événements qu'on peut répartir depuis les indépendances, ensuite l'avènement de la démocratie et le contexte mondial. Donc, je commence par la question des indépendances. Vous savez, au moment de la décolonisation, il y avait deux types de courants au sein des États africains. Il y a un courant modéré qui souhaite avoir de l'indépendance et poursuivre la collaboration avec le colonisateur. Je vais dire dans ce cas précis la France. Il y a d'autres courants qui voudraient la rupture totale et l'autonomisation dans la gestion socio-politique et économique des jeunes États qui seront sortis de la décolonisation. Alors, ainsi, le processus, dans beaucoup de situations, avec la lecture d'un certain nombre de sources, on constate que dans la majorité des pays, le processus a été biaisé pour qu'au final, les modérés soient installés à la tête des jeunes États, ce qui fut fait. Et donc aujourd'hui, cette ouverture, l'accès à l'information a permis au grand nombre de découvrir cet aspect. Donc déjà, c'est imprimé des clics au niveau de la jeunesse africaine. Et les responsables qui ont été mis en place, effectivement, avaient eu des ententes non clarifiées, et je vais dire des ententes secrètes, qui consistaient dans toute situation, et ce que j'ai dit n'est pas un secret de polichinelle, il y a de la documentation qui sont sorties, comme je l'ai dit, grâce à la révolution informatique, qui sont sorties, c'est lequel on se rend compte qu'il y a effectivement l'existence de ces accords et qui tient les jeunes États développés à être sous souveraineté limitée. Je vais dire que la France reste un parrain pour ces États et intervient pour protéger ses intérêts, qui ne sont pas forcément les intérêts des populations de ces pays. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, à un moment donné, ces régimes qui étaient en place avaient failli. Pourquoi? Parce que justement, toute leur pratique, toute leur gouvernance est basée sur l'orientation qui est donnée par l'empire colonial. Et donc, du coup, les conseillers techniques qui sont mis en place aux côtés de ces dirigeants conseillent toujours sur la base qui consiste à préserver les intérêts de l'autre côté. Et à un moment donné, à partir des années 80, l'évidence était là, puisque dès lors que la gouvernance n'est pas basée sur la satisfaction des populations, ça a été un échec. Donc, comme ça a été un échec, il y a eu l'avènement des démocraties, parce que l'échec était que les pays étaient endettés, ils n'étaient pas économiquement fiables et il faudrait des solutions. Et la solution trouvée était, d'un côté, la démocratie et de l'autre côté, des ajustements structuraux qui consistaient à libéraliser les secteurs socio-économiques et mettre en place des pouvoirs, entre guillemets, que les populations eux-mêmes ont choisi. Voilà. Donc, dans les années 90, il y avait ces pouvoirs démocratiques qui étaient là. Et ça a suscité un espoir, mais il y a eu très rapidement un désenchantement parce que les politiciens qui sont arrivés se comportaient à peu près comme des commis, ignorant les réalités
des pays, les décisions ne sont pas toujours prises pour faire le bonheur des populations. Et entre-temps, c'était également la révolution des outils d'informatique, la révolution de l'accès à l'information a fait en sorte que tous les événements qui se passent d'un pays à l'autre se rendent compte. Parallèlement, les Africains se forment de plus en plus. Donc, ces trois aspects ont fait en sorte qu'il y a une sorte de prise de conscience générale de la jeunesse qui décriait depuis les années 2000 l'attitude, par exemple, dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, de la France, dans la relation qui les lie avec les États africains. Donc, depuis les années 2000, on se rend compte que la jeunesse décrit et proteste cette relation. Malheureusement, l'Occident et même les dirigeants qui pensaient, ils avaient, en tout cas dans leur entendement, que le pouvoir est garanti par l'extérieur et non le peuple. Donc, malgré ces protestations, ce désir de liberté, ce désir de participation à la gouvernance, c'est cette aspiration à la liberté, cette aspiration à avoir accès à des moyens pour améliorer leurs conditions de vie n'est pas entendue malheureusement. Et ces pouvoirs démocratiques se sont mis dans une logique de répression, de ne pas écouter cette jeunesse. Et tous les observateurs avertis savaient que ça allait exploser d'un moment à l'autre. Et je me souviens d'un passage du président français Jacques Chirac en Afrique, précisément dans mon pays, au Niger, où après avoir eu un bain de foule, dans son discours, il a très clairement noté que cette jeunesse est une bombe à retardement et le jour où il s'affirme, elle serait ingérable. Donc, voilà en effet trois aspects dont le concours a abouti à un souhait de changement de régime. C'est ce qui explique aujourd'hui le changement des pouvoirs dans ces différents pays a été favorablement accueilli par la majorité. Donc, ils bénéficient d'un soutien populaire, pas parce que la démocratie est rejetée, mais parce que les acteurs, les animateurs n'ont pas été à la hauteur de leurs aspirations. Et donc, il y a ce désir de changement qui a gagné les consciences et c'est pourquoi ces changements de régime trouvent une place et disposent de soutien populaire, notamment dans les pays comme le Niger, le Burkina Faso et même le Mali. Et c'est pourquoi d'ailleurs, malgré toutes les difficultés qui ont été décrites en amont, ces pouvoirs en place bénéficient toujours du soutien populaire. En résumé, c'est l'échec de tout ce qui a été fait en amont qui fait en sorte que les changements bénéficient d'un soutien populaire actuellement. Merci. Donc, vous avez bien décrit cette transition et cette perception critique de la présence de l'État qui était précédemment l'État colonial, la France, et on voit aussi de plus en plus la présence russe qui vient s'implanter, ou en tout cas qui est présente au Niger et dans le Sahel. Donc, comment est-ce que vous voyez l'avenir des relations avec ces différentes puissances, les pays européens, la Russie, voire d'autres? Quelle est la perspective selon vous? Alors, merci. À mon avis, la présence russe a juste servi de coup de pouce pour les réalités que nous venons de décrire. Alors, aujourd'hui, cette présence russe, c'est essentiellement, dans un premier temps, sur des questions de sécurité. Parce que, qu'il soit la société civile ou les régimes en place, ils sont conscients d'une réalité qui est de tout temps, de par l'histoire, il faut avoir toujours un parrain notamment au niveau de l'organisation, des différentes organisations, notamment au niveau de l'ONU, où nous avons, comme on le sait tous, 5 pays qui ont des droits de veto. Et on a vu l'exemple de la Libye, c'est qu'il y a eu une décision de l'ONU qui a autorisé des frappes sur la Libye et tout le monde connaît aujourd'hui les résultats. Donc, ces différents régimes savaient dans un premier temps qu'il y a une menace qui plane sur leur existence
parce que quand on prend, par exemple, au niveau de l'Afrique, il y a toujours une définition, une répartition de la gestion des affaires courantes qui existe. Et un certain nombre de prérogatives sécuritaires de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, ont été rétrocédées à des organisations sous-régionales, par exemple la CEDEAO, dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest. Et dans ce processus, la CEDEAO peut prendre des dispositions sous l'appui d'une puissance pour agir. Et c'est par exemple le cas du Niger, le régime a été menacé d'intervention extérieure. Alors, dans la conscience collective ici, pour les Nigériens, aucun pays, cela restait une menace. Aucun pays voisin n'engagerait son armée pour une intervention au Niger. Mais dans la conscience collective, c'est la France qui veut coûte que coûte, parce que la France est vue comme un parrain du régime qui était sur place. Donc, ce qu'il défendait, c'était pas, selon la conscience collective, c'est pas la démocratie, mais c'est un régime. Dès lors qu'ils ont vu que quelque part, il n'y avait pas eu cette démocratie, mais la France avait fermé les yeux. Donc, il est considéré comme ce n'est plus une question de relation d'État en État, mais c'est une question des pratiques anciennes de la France-Afrique qui sont d'actualité. Et pour ça, il faut contrer par tous les moyens. Comment il faut contrer par tous les moyens? Je l'ai dit, il faut dans un premier temps avoir un parrain. Et c'est pourquoi la Russie est accueillie à bras ouverts. Le premier objectif, c'est en réalité s'assurer de la survie du régime et aussi un peu d'aide pour la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est ce qui est vu par ce qui est selon l'entendement de la majorité ici au Niger. Et c'est cette menace même qui a accéléré la création des pays de l'AES, parce qu'à la base, c'était pour une défense commune contre toute agression extérieure, mais qui est en train d'évoluer. Je pense qu'à moyen terme, si ces régimes s'assurent qu'il n'y aura plus d'agression extérieure et que tout le monde essaie d'être réaliste et d'initier d'autres partenariats, je pense qu'il y aura un retour à la normale à moyen terme, puisque la question qui est mise en avant, c'est la souveraineté. Et il n'y a pas un rejet de la France, c'est un rejet de la pratique actuelle qui est demandée, et les autorités de ces trois pays ne cessent de le marteler. C'est juste qu'il faut clarifier la relation et partir sur des nouvelles bases. Donc du coup, pour l'instant, la situation est favorable à la Russie, mais à l'évidence, ces régimes, à mon avis, vont s'ouvrir une fois qu'ils s'assurent qu'ils sont en sécurité et qu'on va leur laisser le temps de continuer et de lancer des nouvelles bases de gouvernance. Voilà comment, à mon avis, je trouve la situation. Merci beaucoup pour ces analyses très fines et très complètes. J'aurais une dernière question, en fait, plutôt tournée vers l'avenir, au regard des défis que vous avez soulevés et des tendances aussi récentes. À quoi ressemble l'avenir du Niger et qu'est-ce que ces régimes actuels, selon vous, devraient faire pour répondre aux attentes de la jeunesse? Je pense que le premier défi, qui est le défi économique, parce que ça étouffe la grande majorité, je pense que tous ces pays, on est d'accord qu'il y a une nouvelle structure qui est là, mais cette nouvelle structure doit faire la promotion des relations bilatérales aussi. Donc un renforcement entre les trois pays, parce que visiblement il n'y aura plus de marche arrière. C'est une réalité, cette nouvelle structure sous-régionale qui est là, c'est une réalité. Maintenant, cette structure devrait, en tout cas pour alléger la souffrance des populations, c'est de faire une ouverture à partir des relations qui existaient sous le format CEDEAO, de les adopter. Parce que quand on regarde un peu au niveau de la CEDEAO, il n'y avait pas eu de problème de texte par rapport à l'intégration. Il y a juste eu un problème d'incompréhension sur des questions de gouvernance.
Alors, donc, il y a une existence. Ces textes pourraient servir à la nouvelle structure pour renforcer non seulement au sein des 3 pays la relation économique, mais faire une ouverture avec les autres pays. Ensuite, pour le cas du Juste une Niger, question sur l'aspect économique. Est-ce que vous pensez que le Niger va aussi renégocier des contrats ou des relations commerciales avec des pays d'autres continents? On connaît notamment l'uranium qui est en grande majorité qui vient du Niger. Est-ce qu'il y a une intention d'établir des relations économiques plus équitables? oui, effectivement, en réalité, et a priori, les autorités actuelles, si jusque-là, ils n'ont pas fait des initiatives dans ce sens, notamment pour le cas de l'uranium, c'est parce qu'il y a toujours de l'espoir à discuter véritablement avec la France, parce que, comme je l'ai noté, les populations nigériennes et les populations françaises continuent à se fréquenter. L'incompréhension, c'est au niveau politique. Donc, toute la relation avec la France est mise en stand-by, mais il n'y a pas une initiative précipitée pour remplacer la France dans le domaine de l'uranium. Par exemple, récemment avec Orano, c'est une entreprise française qui avait des engagements avec le Niger, notamment l'exploitation du site Imouraren. En fait, ils exploitent que quand ça leur est bénéfique. Maintenant, et la jeunesse qui soutient le régime, ils disent ça ne marche plus comme ça. Le Niger a de la matière première, elle en a besoin de ses retombées. Il faudrait procéder à l'exploitation. Il n'y a pas un désir profond de remplacer automatiquement la France dans tous les domaines. Il y a un désir que la France comprenne que la situation a changé et que les choses ne se décident pas qu'à son profit. Et que, vu la révolution de l'information, ou un conseil de ministres qui se passe à Paris, les décisions sont connues le même jour ici au Niger. Dans ce contexte, il est très difficile que les anciennes pratiques continuent. Malheureusement, je pense que c'est ce message qui n'est pas entendu. Et si ce message continue à ne pas être entendu, là, je pense que progressivement, le Niger va envisager de discuter la vente et l'exploitation de son uranium avec des pays comme le Canada, comme la Russie et d'autres. Une autre réalité que j'allais vous dire aujourd'hui, il est plus difficile au régime en place de ne pas écouter la jeunesse. Cette jeunesse qui a étudié, qui comprend les enjeux et qui a pris connaissance des anciennes pratiques. Donc, il ne voulait plus de ça. Et aujourd'hui, ces régimes se sont mis dans une situation où il faut aller dans le bon vouloir de la majorité, contrairement aux régimes démocratiques qui ont une protection extérieure, si on peut le dire, et pouvoir exercer tout ce qui peut avantager l'extérieur et eux-mêmes, pas la majorité. Comme solution, il faut la transparence. Ces régimes ont commencé à montrer une sorte de transparence, notamment récemment au Niger, il y a eu des publications de certaines décisions qui auparavant ne sont plus mises à la disposition du peuple. Je parle de la structure des pays du pétrole, les bourses d'études à l'international. Donc la population sent un changement. Mais le Niger va multiplier ses partenaires, mais désormais la relation ne sera plus la même comme avant, vu la veille citoyenne et la conscience collective qui comprend actuellement. Même à l'interne, aujourd'hui, c'est difficile quand on est nommé à une responsabilité. La gestion est plus difficile qu'auparavant parce que tous les actes sont connus dans les minutes qui suivent. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message que vous voulez transmettre aux auditeurs, en plus de tout ce qu'on a discuté pendant cet entretien? Je n'ai pas de message spécifique. Maintenant, j'ai quand même un appel à la communauté internationale et à toutes les structures régionales, sous-régionales et internationales de prendre du recul et essayer de reconnaître les échecs des pratiques antérieures et que les peuples aspirent à une nouvelle gouvernance. Et si ces structures, ces organisations internationales et même les pays partenaires prennent du recul
qu'il ne s'arrête pas seulement à dire il y a une campagne anti-française, par exemple, mais une campagne, quelle que soit sa dynamique, il faut au préalable trouver un terrain favorable. Et le terrain favorable, c'était les erreurs, les pratiques du passé qu'il faut laisser. Et surtout que vu que maintenant, actuellement, aucune information ne reste cachée, on a vu sur quelle base les Américains ont installé la plus grande base militaire en Afrique de l'Ouest, au Niger, et qui ne donne aucun avantage au pays, le Niger. Par exemple, même pas le droit de leur appeler à leur assister en cas de débordement face aux djihadistes. Vous voyez, ça, les Nigériens se posent la question, alors, ces hommes politiques, quel intérêt ils défendent? Quelle est leur boussole? Tout celui qui vient peut amadouer, imposer, peut-être des déshydratats. Mais si tout le monde prenait du recul et reconnaître les erreurs, je pense que tout le monde va regarder dans la même direction pour le bien-être des différentes communautés. Voilà ce que je tiens à passer comme message aux auditeurs et aux responsables des structures régionales et sous-régionales. Merci Julien. Merci beaucoup. On espère aussi que ce sera entendu. Merci d'avoir partagé vos analyses, vos réflexions sur le Niger et d'avoir permis aussi d'améliorer un peu notre compréhension de ce contexte difficile qui traverse une crise. Et ça nous permet aussi de voir au-delà de ce qu'on lit dans les médias aussi, mais d'avoir une voix locale qui vient du pays, de quelqu'un qui le vit au quotidien. Et donc, c'est très, très apprécié. Merci encore. Merci encore, merci Julien. Et je te souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.